Voici l'histoire d'une supercar qui bouscule toutes les traditions. Une supercar dotée d'un design révolutionnaire et de formes anguleuses. Proposant 4 places, affichant un tarif ultra compétitif dans cette gamme de véhicules. Et produite à la chaîne, dans une méga factory de pointe. Un pari de plusieurs millions de dollars pour un constructeur qui en vaut plusieurs milliards. Le constructeur automobile japonais Nissan produit 5 millions de véhicules par an. Mais toutes ne naissent pas égales. Voici la GTR. Des accélérations brutales. Une boîte de vitesse ultra rapide. Un moteur assemblé à la main. L'une des meilleures aérodynamiques de la production automobile. Certains prétendent que c'est contraire aux règles de la conception automobile. Elle vient se mesurer à des marques comme Porsche, Lamborghini ou Ferrari pour un prix bien inférieur. C'est une tueuse. Nissan est le 6e constructeur automobile mondial. C'est une marque fière de sa tradition. Elle s'est pourtant retrouvée au bord de la faillite en 1999 avec 20 milliards de dollars de dettes et des voitures démodées qui ne se vendaient plus. Nous avons connu des jours très sombres. Cette marque avait un grand passé et était très respectée, mais n'avait ni les bons produits ni les bonnes technologies. Le fabricant nomme un nouveau PDG, Carlos Ghosn, un dirigeant atypique pour redresser l'entreprise. D'origine libanaise et de nationalité française et brésilienne, Carlos Ghosn est l'un des rares étrangers chargés de sauver une entreprise japonaise. Il réduit les effectifs et ferme des usines, mais il vend des voitures. En 2 ans, grâce à lui, les 20 milliards de dollars de pertes se transforment en 2 milliards 700 millions de profits. Il y a 3 semaines, nous avons annoncé le redressement total de Nissan avec une augmentation des ventes d'1 million. C'est l'un des revirements les plus spectaculaires de l'histoire de l'économie. Carlos Ghosn devient un héros national pour avoir sauvé cette marque japonaise emblématique. Pour consolider le retour du constructeur parmi les grands constructeurs mondiaux et redonner confiance dans la marque, Carlos Ghosn fait un pari audacieux. Il décide de renouveler le modèle le plus symbolique de la marque, la légendaire Nissan GTR, et ce, à n'importe quel prix. Je leur ai dit, pas de compromis, peu importe le temps qu'il faudra. Je veux une voiture très performante. En cas d'échec, l'entreprise perdra des millions et redeviendra la risée du secteur automobile. Simon Sproul, le vice-président de la communication, a participé au renouveau de la marque. Quand vous développez une voiture comme la GTR, vous vous attaquez frontalement à ce qui se fait de mieux dans le monde et vous mettez la barre très haut. Le prix d'entrée est très élevé et le prix à payer en cas d'échec est aussi très élevé. Carlos Ghosn a déjà un homme en tête pour diriger ce projet. L'ingénieur en chef Kazutoshi Mizuno. En 40 ans, il a été successivement ingénieur de course, directeur d'écurie et concepteur d'automobiles. Un CV idéal pour créer une supercar révolutionnaire. Kazutoshi Mizuno devient le parrain de la GTR.
Les supercars n'étaient accessibles qu'aux pilotes ou aux clients très fortunés. J'ai voulu changer ça en élargissant ce marché et en créant une supercar qui répondrait aux besoins de nos clients. La nouvelle voiture doit offrir 4 places, un coffre assez grand pour loger un sac de golf, tout en pouvant dépasser les 300 km/h sur n'importe quelle route, avec n'importe quel conducteur à son volant. J'ai voulu créer une supercar destinée à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, à bord de laquelle même nos clients deviendraient super. Pour maintenir un prix de vente inférieur à 100 000 $, il doit repenser les méthodes de fabrication des supercars. Les gens se trompent souvent en croyant qu'une voiture très performante doit être fabriquée à la main. Je ne suis absolument pas d'accord. C'est une erreur. Cette voiture sera produite en masse et à la chaîne. L'idée est audacieuse. Chaque élément d'une supercar subit des contraintes extrêmes dues aux vitesses élevées et exige un assemblage ultra précis. Le moindre défaut pourrait avoir des conséquences dramatiques. La production à grande échelle d'une voiture capable d'atteindre 300 km/h exige des pièces 4 à 5 fois plus précises que pour une fabrication à la main. Tochigi, l'usine d'assemblage ultramoderne de la marque, est située à 80 km au nord de Tokyo. Cette usine, vaste comme 600 terrains de football, disposant de 5 cantines et d'un hôpital, est sans nul doute une méga factory. Il est 6h30 du matin. Plus de 2000 employés prennent leur service. Cette usine produit 1000 voitures par jour. Ce sont pour la plupart des modèles de moyenne gamme, fabriqués en masse avec les dernières méthodes de production. Mais une voiture sur 7 sortant de cette ligne est une GTR, l'incarnation du savoir-faire technologique japonais. Elle est assemblée par les mêmes employés qui fabriquent les berlines familiales. La ligne de production de Tochigi s'étend sur 500 mètres et comprend 2 boucles et 160 postes. Dès qu'une équipe se met au travail, cette ligne ne s'arrête plus. Chaque poste dispose de 2 minutes et demie. Il faut 60 heures pour fabriquer entièrement une GTR. 25 GTR sortent de la chaîne toutes les 24 heures. Si cette GTR est entièrement nouvelle, son nom témoigne d'un passé prestigieux. La toute première GTR, née en 1969, était une extrapolation de la Skyline, une berline 4 portes de la marque. Cette routière était assez rapide pour devenir une voiture de course. La jeune prétendante japonaise allait rapidement surclasser les meilleures mondiales. La première Skyline GTR était une berline normale qui avait reçu un 6 cylindres. Elle était rapide, elle battait les Porsche. C'était inédit dans l'histoire du sport automobile japonais. Dans les années 90, la 3e génération de Skyline GTR a été surnommée Godzilla pour avoir atomisé ses adversaires sur les circuits. On l'a surnommée Godzilla parce qu'elle était japonaise et qu'elle était très puissante. Au Japon, la Skyline GTR est une légende. Elle est adorée dans la culture populaire. Les plus grands héros de manga conduisent souvent des GTR.
Pour Shiro Nakamura, le responsable du design, le statut culturel unique de la GT-R doit se retrouver dans tous les aspects de son stylisme. Ce devait être une supercar japonaise d'exception. On n'a pas voulu faire une nouvelle Porsche ou une nouvelle Ferrari. J'ai voulu créer un langage entièrement nouveau. En Occident, les supercars sont arrondis, élancés et fuselés. Les lignes de la GT-R sont aux antipodes. Tout est carré, anguleux et émoussé. Ce design anguleux s'inspire en grande partie d'une autre création graphique japonaise, les robots Gundam. Cette forme-là, il s'agit presque d'un tube reliant les feux arrière. Regardez cette surface délicate. C'est un muscle. Cette voiture est mâle et non femelle. Ces lignes anguleuses masculines, s'inspirant des robots, peuvent sembler inadaptées à une supercar aérodynamique. Mais chaque angle sert à guider l'air autour de la carrosserie de la GT-R. On croit généralement que les formes anguleuses dégradent l'aérodynamique, mais c'est faux. Dans la soufflerie du centre technologique d'Atsugi, à 45 km au sud de Tokyo, on teste la nouvelle carrosserie. L'ingénieur en chef Mizuno et son équipe évaluent durant des semaines l'impact du design extérieur de la GT-R sur les flux d'air et l'aérodynamique de la voiture. Une maquette à 40% de la GT-R est placée sur des rouleaux capables de simuler une vitesse de 300 km/h. De la fumée et des lasers illuminent le passage de l'air autour de la voiture. Des flux d'air réguliers indiquent une meilleure aérodynamique et une traînée plus faible. Nous n'avons pas de tourbillons sur la surface de la carrosserie. En fait, ils ne peuvent pas s'y former. Même les flux latéraux passent de manière fluide. Ces formes anti-tourbillons réduisent la traînée. L'efficacité aérodynamique est mesurée par un chiffre, le coefficient de traînée, abrégé en CX. Ce coefficient doit être le plus petit possible. Un camion possède un CX moyen de 0,9. Son avant aplati n'est pas fuselé et sa partie arrière anguleuse produit des tourbillons qui augmentent sa traînée et le tirent vers l'arrière. Les voitures plus fuselées sont plus aérodynamiques et leur CX oscille autour de 0,35, soit le tiers des camions. Toutes ces heures passées en soufflerie se révèlent fructueuses. Ainsi affûtée, la GT-R peut se vanter d'un CX de 0,26, l'un des plus bas de la production automobile actuelle. L'aérodynamique de cette voiture est excellente. Le moindre détail est conçu pour améliorer cette aérodynamique. L'aérodynamique joue un rôle crucial sur de nombreux facteurs de performance de la voiture. Grâce à son expérience en compétition, l'ingénieur en chef Mizuno sait exploiter au mieux le flux d'air qui enveloppe la voiture. L'air qui arrive en haut du bouclier ou du spoiler avant est dirigé vers les côtés. Ce flux d'air refroidit les freins et le compartiment moteur, tout en produisant un effet de sol. L'effet de sol est un élément clé du design de la GT-R. L'air qui passe au-dessus de la voiture la plaque à la route.
Cette amélioration de l'adhérence procure à la voiture de meilleures accélérations et des passages en courbe plus rapides. Nous sommes arrivés à ce résultat en optimisant cette caractéristique du design anguleux et en obtenant un meilleur aérodynamisme. Retour à la méga factory de Tochigi. La GTR naît ici, à l'atelier carrosserie. « 341 robots assemblent les éléments en acier, en aluminium et en fibre de carbone ultramoderne de l'habitacle. Ils pressent, serrent et soudent par points la caisse. « 7000 points de soudure plus tard, cette GTR reçoit son pavillon. Le travail des robots s'achève ici. La caisse s'élève rapidement pour rejoindre une super autoroute aérienne. L'usine de Tochigi fonctionne sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, on fabrique les voitures, on les peint et on les contrôle. Tandis qu'à l'étage supérieur, une série de convoyeurs automatiques déplacent les voitures et leurs organes à travers l'usine, sans perturber la ligne principale. La caisse nue de la GTR quitte l'atelier carrosserie pour l'atelier peinture. Seul le personnel autorisé peut pénétrer dans les cabines de peinture. Ici, on traque la moindre poussière qui risquerait d'anéantir une peinture. C'est pourquoi les caméras de télévision sont bannies de cet endroit. La caisse traverse ensuite un tunnel sous une lumière intense. L'éclat de 250 tubes de néon permet de démasquer les plus petits défauts. Des techniciens expérimentés polissent la carrosserie, une faveur réservée à la GTR. Il faut parfois 3 heures pour arriver à un résultat parfait. Je suis très fier de participer à la production de la GTR. J'idolâtre cette voiture depuis mon enfance. La caisse peinte et polie quitte l'atelier de peinture pour l'assemblage. Elle redescend du ciel pour rejoindre le poste numéro 1. Ces portes sont démontées pour faciliter aux opérateurs l'accès à l'intérieur de la voiture. Les faisceaux électriques et la planche de bord sont installés en quelques fractions de seconde. On pose l'aileron arrière en fibre de carbone. Puis la caisse est hissée jusqu'à une passerelle pour rejoindre une chaîne voisine. Le moteur fait son entrée dans le bâtiment d'assemblage. Il est déposé sur un tapis roulant. Un ordinateur contrôle son périple aérien. Son rendez-vous avec sa caisse sur la ligne d'assemblage principale aura lieu exactement à l'instant prévu.
La GT-R embarque le moteur le plus puissant jamais produit par Nissan. Il propulse la voiture de 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 8. Ce moteur est fabriqué à Yokohama, à 30 km au sud de Tokyo. Chaque moteur de GT-R est assemblé à la main. Il est impossible de produire en masse des moteurs aussi performants. Pour le protéger au maximum, ce moteur est assemblé dans une salle hermétique. Il faut plus de 4 heures à chacun de ces artisans hautement qualifiés, surnommés Takumi, pour assembler un moteur de A à Z. Le contremaître en chef, M. Kurosawa, mesure l'apport essentiel des Takumi. L'opérateur joue un rôle central dans la création de ce que j'appellerais une œuvre d'art. Nous sommes tous très heureux de produire ce qui n'est pas simplement un moteur, mais un véritable chef-d'œuvre. Tout commence par le bloc moteur de 6 cylindres. À son arrivée dans la salle de montage, on procède à son nettoyage et à la gravure de son numéro de série. Puis, il passe par un sas avant d'entrer dans la zone étanche où l'attend un maître artisan. Quand je vois les postes de la ligne d'assemblage, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup où l'on puisse fabriquer seul un moteur du début à la fin. C'est pourquoi je crois que c'est un honneur d'être choisi pour travailler ici. Chaque boulon est serré avec une précision extrême. Une machine hors de prix vérifie ce couple de serrage. Le Takumi dispose les pistons sur une plaque chauffée à 60 degrés. Ils se dilatent sous l'effet de la chaleur pour permettre aux techniciens de monter leurs axes. Chaque piston est sélectionné à la main pour un montage ultra précis. La culasse est posée et boulonnée. Enfin, le moteur est réglé à la perfection. Le Takumi mesure et, si nécessaire, ajuste les jeux entre les pièces mobiles du moteur avec une tolérance d'1 centième de millimètre. Un jeu trop important ou trop faible compromettrait les performances du moteur. Aucune ligne de production robotisée n'est capable d'une telle précision. C'est le facteur humain qui fait toute la différence. Les tolérances ont été réduites de moitié par rapport à un moteur ordinaire. Elles sont extraordinairement faibles. Lorsque ces artisans assemblent ces moteurs à la main, ils surpassent les machines. Nous sommes très loin des moteurs de grande production. Le moteur de 250 kg, pratiquement terminé, sort de la pièce étanche à température constante pour recevoir ses turbocompresseurs. Le turbocompresseur est l'un des moyens les plus simples d'augmenter la puissance d'un moteur sans accroître son poids ou son volume. Il est capable de gonfler sa puissance de 50% en forçant l'admission de l'air et du carburant dans le moteur. Enfin terminé,
le moteur rejoint le banc de puissance où il démarre pour la toute première fois. En 1 heure, on effectue 38 vérifications, portant entre autres sur la puissance et le couple. Les données de chaque moteur seront transmises à son nouveau propriétaire. Les opérateurs se demandent toujours s'ils ont bien fait le maximum. C'est terrifiant. Car ce n'est pas nous qui décidons si ce moteur de GT-R est performant, mais le client. C'est vrai. Même si ce moteur fabriqué à la main est puissant, l'ingénieur en chef Mizuno a choisi ce V6 pour sa taille, plus que pour sa puissance. Sa compacité lui permet de trouver un emplacement qui optimisera la répartition des masses de la voiture. Il faut bien comprendre que le rôle du moteur ne se limite pas à apporter de la puissance. Il faut prendre en compte le centre de gravité du moteur et sa masse. En disposant les 2 organes les plus lourds, le moteur et le pont arrière, respectivement sur l'essieu avant et sur l'essieu arrière, Mizuno obtient une répartition des masses parfaite. Cet équilibre rend la conduite plus précise. L'ingénieur en chef trouve une autre astuce pour transmettre efficacement les 545 chevaux du moteur. Il commence par jeter par la fenêtre de la GT-R les règles classiques de conception d'une voiture. On considère traditionnellement qu'une voiture plus légère accélère mieux. Avec ses 1700 kg, la GT-R est un poids lourd parmi les supercars. Malgré cela, elle passe de 0 à 100 km/h en 2 secondes 8. En répartissant équitablement les masses de la GT-R sur ses 4 roues, Mizuno optimise son adhérence et son accélération. Cette répartition des masses permet à la GT-R de se hisser au rang de supercar tout en restant agréable à conduire. Si nos clients peuvent discuter à 300 km/h ou négocier une courbe sur circuit à 2,9 G, c'est grâce à la répartition des masses de la GT-R. Tous ceux qui prétendent qu'une bonne voiture doit être légère avec un faible rapport poids-puissance sont des amateurs. De retour à l'usine, le moteur arrive sur la ligne de sous-assemblage des transmissions, parallèle à la ligne de production principale. Le moteur est accouplé à l'ensemble pont arrière boîte de vitesse. La transmission de la GT-R passe ses vitesses en 0,2 de seconde. On l'assemble en 1 heure. Nagoya, à 270 km à l'ouest de Tokyo. C'est ici, dans l'usine Aichi Kikai, que sont assemblées les boîtes de vitesse de la GT-R. Dans cet espace, on a adopté les standards de l'aéronautique en matière de propreté. Cette pièce est soumise à une surpression pour renouveler l'air en permanence et expulser les poussières. Comme pour le moteur, ce sont des Takumi, ces maîtres artisans, qui fabriquent à la main cette boîte de vitesse. Ils montent ces 19 pignons en seulement 7 minutes. Cette boîte automatique à 6 vitesses est ultra moderne. Personne n'avait encore jamais monté à l'arrière une transmission indépendante à double embrayage. L'un des embrayages est destiné aux vitesses paires, l'autre aux vitesses impaires. Quand vous sélectionnez une vitesse paire, la vitesse impaire suivante est déjà prête à être passée. Les vitesses sont changées en une fraction de seconde et les accélérations deviennent bien plus souples.
On ne peut pas se permettre d'avoir des à-coups en passant les vitesses et des problèmes de frottement et de jeu. Dès que l'on appuie sur la pédale, le moteur doit transmettre sa puissance en douceur et avec précision. Le conducteur ne doit faire qu'un avec la voiture. Le Takumi insère la boîte de vitesse dans son carter et le remplit d'huile. La boîte entre dans une salle hermétique où l'on monte ses pièces les plus complexes. Enfin, elle est confiée à un appareil testeur qui vérifie le passage ultra rapide des vitesses. Grâce à cet appareil testeur, nous pouvons garantir à nos clients non seulement la qualité, mais aussi les performances. Toute la chaîne de production dépend du réglage ultra précis de cet appareil testeur. Cet appareil est unique au monde. S'il tombe en panne, nous ne pourrons plus fabriquer cette transmission. Mais l'appareil fonctionne parfaitement et met à l'épreuve la boîte de vitesse pendant 10 minutes. Les essais sont concluants. La boîte sort de la salle hermétique et part directement à Tochigi. Là, un opérateur monte toute la transmission arrière avec ses freins et ses suspensions. Quand ce montage est terminé, il affine les réglages de la suspension. À l'aide d'un banc de contrôle, le technicien règle la géométrie des suspensions pour garantir le parfait comportement de la voiture. Une lumière verte signale que le réglage idéal est atteint. La suspension de la GTR est une autre première mondiale. Elle contrôle la répartition des masses de la voiture. 100 fois par seconde, l'ordinateur de bord règle les amortisseurs, allant jusqu'à prendre en compte le poids du conducteur. Le résultat, une adhérence optimale des 4 roues. Idéalement, que l'on freine, que l'on accélère ou que l'on tourne, le poids ou l'adhérence devrait être identique sur les 4 roues. C'est pourquoi nous avons développé un système de suspension asymétrique qui améliore la répartition des masses et garantit en permanence une répartition identique de la masse sur les 4 roues. Un chariot élévateur emporte l'ensemble frein, boîte, pont, suspension vers la ligne de montage des transmissions. La ligne de montage des transmissions est une boucle qui rencontre la ligne d'assemblage principale. Un ordinateur a calculé précisément l'emplacement de chaque modèle de voiture sur la ligne principale et a coordonné l'arrivée de la transmission qu'elle recevra. C'est un moment crucial dans la fabrication de la GTR. La pose de la transmission est complexe pour tous les modèles et tout spécialement pour la GTR, qui nécessite un opérateur supplémentaire. Le montage de la transmission est l'étape la plus difficile de la fabrication de la GTR. Habituellement, il faut 4 opérateurs pour le montage dans la caisse, mais la GTR est une voiture à part. Et pour fixer l'arbre d'embrayage, nous avons besoin d'une équipe de 5 hommes. Ce 5e homme est un autre Takumi hautement qualifié et formé à l'installation de la transmission complexe de la GTR.
La transmission de la GTR est compliquée à poser car elle combine une transmission arrière et une transmission intégrale. La puissance doit être transmise du moteur via un arbre de transmission à la boîte de vitesse à l'arrière et aux roues arrière. La GTR étant également dotée d'une transmission intégrale qui lui apporte son adhérence phénoménale, la puissance doit être renvoyée via un second arbre aux roues avant. Par conséquent, le travail est presque doublé. Le temps imparti à cette opération est limité, car la ligne ne s'arrête jamais. Des vérins positionnent la transmission à l'arrière de la voiture. Puis, le moteur est fixé à son emplacement. Les deux arbres de transmission sont posés. Grâce au cinquième homme, cette opération est bouclée en 15 minutes. Son travail accompli, le Takumi revient au départ de la ligne des transmissions et se prépare pour la GTR suivante. De retour sur la ligne principale, la GTR reçoit son échappement, des jantes en alliage ultra légères et des pneus gonflés à l'azote. L'air normal étant considéré comme trop instable pour cette supercar. Vient ensuite la pose des sièges et du volant. Puis, la voiture retrouve ses portes. La planche de bord reçoit le moniteur multifonction, un élément indispensable à toute GTR. Cet écran affiche des informations détaillées sur les performances de la voiture. C'est depuis toujours un élément très attractif de la GTR. Il a été décidé de l'actualiser sur le nouveau modèle. Mizuno s'est adressé pour cela à un vieil ami, Kazunori Yamauchi. La première voiture que j'ai pu m'offrir était une GTR. C'est pourquoi je reste très attaché à cette voiture de sport. Ce choix est pourtant étonnant. Yamauchi n'est pas un concepteur de voitures et n'a jamais travaillé pour un constructeur automobile. Il dirige Polyphony Digital, le studio qui a créé le jeu vidéo Gran Turismo. Ce simulateur hyper réaliste propose de conduire des milliers de voitures. Le jeu s'est vendu dans le monde à des milliers d'exemplaires et chacune des GTR y figure. Yamauchi est le père de ce phénomène virtuel, mais il n'avait jamais eu l'occasion d'assouvir sa passion sur de véritables voitures. Jusqu'à ce que l'ingénieur en chef Mizuno lui propose de créer le moniteur multifonction de la nouvelle GTR. Sa demande était très simple. Je devais lui proposer ce que je pouvais imaginer de plus génial. Les joueurs de Gran Turismo reçoivent en permanence des données pour évaluer leur talent de pilote virtuel. Yamauchi veut offrir la même chose aux véritables conducteurs de GTR. J'adore conduire, je conduis tous les jours. En conduisant, je me suis rendu compte qu'obtenir ces informations en roulant était aussi une forme de divertissement. Le moniteur multifonction imaginé par Yamauchi et son équipe fournit une débauche d'informations sur le conducteur et les performances de la voiture, du nombre de jets à l'angle de braquage. Des données réservées jusqu'à présent aux seuls amateurs de jeux vidéo. Avec ces informations, la conduite devient tout sauf ennuyeuse. Vous atteignez des sensations de plaisir inédites. La GTR a d'abord bâti sa réputation dans le monde virtuel. Disposer d'une telle technologie à bord renforce l'aspect cool, mythique et insolite de la GTR.
Retour à l'usine, où après une première gorgée de carburant, la voiture presque terminée vrombit pour sortir de la ligne de production. Elle se dirige vers le contrôle qualité. Ici, les opérateurs passent les 6 vitesses, lancent la voiture à 130 km/h et testent le freinage. Dans un autre tunnel brillamment éclairé, on traque la moindre imperfection sur les surfaces peintes. Ayant reçu le feu vert, la voiture est soulevée pour recevoir ses dessous de caisse, avant d'obtenir son insigne. Il est temps d'aller brûler un peu de gomme. Chaque GTR subit un essai éprouvant sur 30 km. C'est le pilote d'essai Kazuo Shishikura qui est chargé de tester les voitures. On roule 50 ou 60 km sur de mauvaises routes pour secouer énergiquement les suspensions et les roues. Les freins, l'embrayage et la transmission sont également soumis à rude épreuve pour vérifier qu'ils sont bien prêts pour la compétition. À Tochigi, seule la GTR est soumise à un tel traitement. Quand les clients prennent possession de la voiture, ils peuvent immédiatement aller la piloter sur un circuit. De jour comme de nuit, une équipe de 10 pilotes d'essai malmène 25 GTR sur cette piste d'essai. C'est un métier enviable. C'est amusant. Mais c'est clairement la voiture du client, pas la mienne. Nous traitons bien sûr les voitures avec un maximum de soin pendant nos tests. La GTR revient à l'usine. Une fois lavée et séchée, elle partira rejoindre son nouveau propriétaire. C'est l'une des 4000 GTR expédiées chaque année dans le monde. Mais l'ingénieur en chef Mizuno n'est jamais satisfait. Il cherche constamment à perfectionner son chef-d'œuvre. Chaque année, il présente une nouvelle version pour permettre à sa voiture d'évoluer. Nous créons de nouvelles versions pour dévoiler un produit inédit à nos clients chaque année. En travaillant sans relâche sur cette voiture, nous montrons notre sérieux et notre engagement. La version présentée cette année propose un moteur plus puissant de 20 chevaux, ainsi qu'une amélioration de l'aérodynamique et de la suspension. Pour couronner le tout, une version compétition est également disponible. Elle pimente encore un peu plus ce monstre venu d'Asie. Même aujourd'hui, je dirais que je n'ai pu atteindre que 80% de mes objectifs initiaux pour cette GTR. Quant aux 20% restants, je souhaite que nos clients attendent avec impatience les nouvelles évolutions. L'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est qu'un chapitre. Et c'est ça le côté le plus cool de la GTR. Pour avoir développé des voitures pendant près de 40 ans, je crois que les voitures ne sont pas de simples objets, mais créent de l'émotion, de l'excitation. Nous apportons aux gens un ami fidèle. Ce sera ma conclusion.